Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du Pixels Café. C'est Dr D qui vous retrouve, accompagné aujourd'hui de Tomario, Bonjour. de Berrios et de Marty. Bonjour. Alors, comme vous le savez sans doute, le concept de notre émission, c'est un café, un sujet, un débat, et la note c'est pour moi aujourd'hui. Il n'y a plus de café en tout cas depuis longtemps, ça c'est sûr. On va nous faire un café. Allez, tout de suite. T'as cassé le mythe là, mec. On a perdu les auditeurs juste avec ta Non, remarque. c'est scandaleux. Absolument. Alors, le sujet du jour, un sujet peut-être pas très clair si on le dit juste comme ça, la diversification. En effet, il y a de grandes séries de jeux qui, partis d'un concept très très précis, se sont mises à muter, à donner lieu à plein de jeux d'un style différent. L'exemple le plus prototypique de ce phénomène, ce sera évidemment Super Mario qui a donné ensuite Super Mario Kart et ainsi de suite. On peut en parler plus longuement, mais je vais d'abord donner la parole autour de la table à mes confrères. Qui voudrait s'exprimer en premier? Mario? Bon, du coup, vu que je suis dans mon pseudo, il y a Mario, autant juste faire une petite parenthèse par rapport à Mario. C'est vrai que Mario, il a vraiment tout fait. Hein, il a fait des jeux de cartes, il a fait des jeux, des grandes fêtes, il a fait des jeux de sport, il a fait à peu près tous les sports possibles et imaginables. Voilà, il a vraiment tout fait Mario, donc je pense que c'est tellement obvious qu'il faut pas spécialement débattre là-dessus. Mais toujours dans Nintendo, c'est vrai que ça m'est venu assez proche là, c'est Pokémon. Pokémon, on a aussi à peu près tout fait. Et personnellement, je vois que Dr. D me fait déjà du genre tu viens de me voler mon sujet. Personnellement, il n'y a pas grand chose de Pokémon que j'aime, à part les aventures principales. Toutes les versions bleu, rouge, or et jusqu'à noir et puis XY, j'adore. Après, les jeux dérivés. Il y a quelques exceptions en effet, Pokémon Snap comme tu viens de le dire Marty, en effet, mais la plupart des jeux, ouais, c'est pas trop mon truc quoi. Il y a eu quoi? Il y a eu Pokémon Rangers, Pokémon Channel. Pokémon Channel, j'y ai joué juste pour avoir Jirachi dans les versions Pokémon. Donc ouais, c'était un jeu terrible, il était affreux, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des séries qui... Et je pense que ça fait partie du débat, il y a des séries qui s'étendent, mais peut-être qu'ils ne devraient pas s'étendre. Je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux de Pokémon Rangers et Pokémon Donjon Mystère, moi personnellement ça parle pas du tout. Pokémon Shuffle, c'est le mal. C'est Nintendo qui s'est dit hey, Candy Crush, c'est un danger pour la société, faisons pareil avec Pokémon. Oui, alors effectivement, moi je vais profiter de rebondir vu que vous parlez de Pokémon, parce que c'est un parfait exemple de ce qu'on peut justement citer pour décrire la diversification peut-être à outrance. Et Nintendo est quand même la firme qui a le plus misé sur la diversification très très rapidement. La prise de risque, ça a été avec Mario Kart. Les autres jeux, c'était des jeux sur lesquels on a mis la tête de Mario au début, sur des jeux de réflexion, par exemple Dr Mario, Mario et Yoshi's Cookies. Pokémon, quelquefois, ça a même plutôt servi à des ressucés de jeux qui existaient déjà. Par exemple, le Pokémon Puzzle League, qui est très très bien comme jeu de réflexion. Il décevra évidemment ceux qui veulent voir se battre les Pokémon. C'est une pure reprise d'un jeu qui était déjà un jeu basé sur Yoshi cette fois-ci, qui était le Tetris Attacks, qui était aussi très 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 bien. Bon, évidemment, c'est le même jeu, mais avec simplement des changements de musique, des changements de personnages pour introduire un peu différemment le concept. Mais oui, on est obligé de parler un bon moment de Nintendo vu tout ce qui a été fait. Moi, chez Nintendo, bien loin de Mario, mais pas si loin quand même, il y a le personnage de Kirby qui, je trouve, est aussi le personnage lié à l'univers Nintendo qui a pris beaucoup de risques en lançant à chaque fois des nouveaux concepts d'épisodes sous le label Kirby, avec des choses allant du jeu de réflexion, Kirby's Ghost Trap, au jeu de flipper, qui là aussi c'était les tout débuts. Sur les jeux Game Boy, c'était une prise de risque. Des jeux un peu plus concept, comme Kirby's Block Ball, qui était aussi dans l'esprit un peu flipper, mais à peine différent, avec plus un côté Pong. Et des choses beaucoup plus techniques, comme du golf avec Kirby Dream Course. Et vraiment, il a tout fait ce Kirby. Il a même fait un peu du Mario Kart via Kirby Air Ride sur GameCube. Et là, par contre, il faut dire qu'il y a
il n'y a pas eu d'épisode raté. C'est vraiment un personnage qui a été très réutilisé, mais il n'y a jamais eu d'épisode complètement à côté de la plaque avec Mais il Kirby. me semble pas non plus, en effet. Après, Nintendo a quand même cette spécialité d'imaginer un gameplay et de choisir une de ses licences qui irait très bien avec le gameplay. Ouais, c'est l'idée en tout cas. C'est toujours l'idée, c'est pour ça que quand il est né Super Mario Kart, c'est qu'ils avaient créé un jeu de cartes, ils savaient pas quoi mettre comme personnage dessus, ils ont dit bon, on va mettre les personnages qu'on a, et ça, Mario Kart est né comme ça. Ils ont juste pris une licence, un concept, ça va bien ensemble. En dehors, Vas-y. pardon. En dehors de Nintendo, est-ce que vous avez des idées de cas de diversification en tête Berrios? C'est vrai que Nintendo, c'est les plus connus, les plus faciles à repérer à ce niveau-là. Mais là, ces dernières années, je trouvais assez intéressant au niveau d'autres jeux plus sérieux comme Tomb Raider, qui est revenu sur le devant de la scène avec les jeux de la série principale qui ont été très bien accueillis par la critique et le public, mais qui a aussi des jeux un peu à côté, comme Lara Croft et le Temple d'Osiris, je crois, c'était le titre. J'ai un doute. Le premier, j'ai joué, en Ouais. tout cas. C'était pas ça, c'était le Gardien de la Lumière, ou ça c'était peut-être le deuxième. Mais il y a eu deux de ces Ouais, jeux. il y en a eu deux en effet, qui prennent une approche très différente au niveau du gameplay, qui permettent un jeu coopératif en local et qui était finalement très réussi. Mhm. Et aussi sur téléphone portable avec Tomb Raider Go, Lara Croft Go. Lara Croft Go, alors, Qui est excellent d'ailleurs. ouais, et qui sont des diversifications qui a priori peuvent paraître étranges mais qui ont très bien marché. Et je trouvais que c'était une bonne utilisation de la licence Mhm. qui était fidèle quand même toujours au personnage et qui était le bienvenu. Bon, les jeux Go, là il y en a plusieurs. Ils viennent d'annoncer aussi Deus Ex Go. Il y a eu Hitman Go, et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là du coup. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui sont bien foutus, hein, honnêtement. Ouais. Franchement. Ouais, je trouve que c'est... Moi, je vais peut-être plus partir sur sur une licence où son spin-off, donc une de qui reprend l'univers, a complètement dépassé le concept original, c'est SimCity, où à la base c'est juste un jeu de gestion de ville. Et Will Wright a eu l'idée de reprendre le dit, tiens, si j'arrive à simuler une ville, est-ce que je peux pas simuler l'être humain entre guillemets? Et il a créé les Sims avec ça, et ça a eu un succès immense. Bon, je pense que vous le saviez tous. Qui est en train de retomber par contre. Hein. Mais qui est en train de retomber. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on a eu un concept qui a déplacé le maître, enfin l'original, qui s'est énormément répandu et qui, du coup, à force d'être réutilisé sans rien apporter de plus au concept, a complètement échoué. Les Sims 4, ils ont carrément réussi l'exploit à faire un jeu qui apporte rien par rapport aux Sims 3, mais en enlevant des trucs et en vendant ça plus cher. Pareil avec SimCity, le tout dernier nouveau SimCity, il crée un jeu qui est moins bien foutu que le 4 qui avait déjà 10 ans dans les dents. Et voilà, on arrive franchement à quelque chose où on a une réutilisation des licences qui est, comment dirais-je, qui est pertinente à un moment donné, mais qui trop réutilisée, on part sur quelque chose qui perd toute sa saveur et tout ce qui faisait le sel de l'original. Mais c'est symptomatique, hein, à part ça. Je sais pas je sais pas comment ça s'est passé, mais depuis que Will Wright est parti, les Sims et SimCity, c'était de la dégringolade. Après, je sais pas à quel point c'était lui qui insufflait quoi que ce soit dans ces jeux. J'ai pas spécialement le background, mais je sais que à partir du moment où il est parti, c'était à partir des Sims 3. Les Sims 3 ont été moins bien accueillis, ont été bien joués, mais quand même moins accueillis. Moins bien accueilli, et le SimCity, celui avant, juste l'avant-dernier là, où on pouvait créer une ville despotique ou quelque chose dans ce style-là, moi j'y ai joué et il y a pas le charme, il y a pas le déclic, t'as juste plus envie de jouer, et puis en plus ça manque de contenu. Donc ouais, c'est un peu triste quoi. C'est vrai que l'annonce du manque de piscines dans les Sims 4, ça avait fait un scandale. Il n'y avait pas les piscines dès le début du jeu, et moi j'y jouais pas, donc je m'en fichais un peu, mais j'avais entendu beaucoup de débats comme quoi ça n'avait pas du tout plu. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est avec Nintendo, on a vraiment eu à une époque où ils réinventaient des concepts en mettant leur licence dessus. Et du coup, maintenant que leur concept licence ça a bien marché, ils réutilisent à outrance, comme avec les Mario Golf et Tennis. Ou même avec Mario Kart, on sent Mario que les Party. gars, surtout les Mario Party, et Mario Kart, on sent que si le prochain il ne révolutionne pas un petit peu la forme, Ça risque de poser des gros problèmes. Ça, c'est un problème avec Nintendo sur beaucoup de leurs licences, c'est pouvoir les réinventer. Il y a un peu
Ouais, il y a des attentes énormes pour les prochains Zelda aussi, où ils ont promis qu'ils retourneraient un peu aux sources avec un monde plus ouvert et puis on sera moins téléguidé comme dans le dernier épisode où les gens sont beaucoup pleins de failles par exemple. Et là, vous vous rendrez compte que notre enregistrement a été fait bien avant le 3, parce que je pense que dans une semaine, dans une semaine, on aura plus d'informations, mais vous, quand vous entendrez ça... On espère qu'on aura plus d'informations. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Enfin bref, du coup, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas encore beaucoup. Et il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Voilà. Et de nouvelles licences de la part de Nintendo aussi, ils essayent de le faire un peu avec Splatoon qui a justement, comme tu disais, ils ont mis un concept, ils ont créé un personnage par-dessus, et ils lui ont donné une identité, puis ça c'était un coup assez fort, mais c'est vrai que ça devient... Après, Splatoon par exemple, c'est vraiment typiquement le concept, quand on y pense, ils ne pouvaient l'appliquer à aucun de leurs anciennes licences. Parce que oui, je crois qu'il y avait eu une idée de jumeler avec Mario Sunshine à la base qui avait été abandonnée justement pour créer une nouvelle licence. C'était beaucoup trop. Ils pouvaient pas justifier réellement le fait qu'ils rentrent dans l'espèce de boue, mais que ça a été inspiré par Mario Sunshine. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une inspiration à un autre jeu. Mais finalement, ils sont quand même arrivés de. Enfin, voilà, la vérité, on peut pas l'appliquer à aucune de nos licences, on en crée une autre. Après, ils ont créé un univers qui est vraiment sympa. Tu sens que les gars, mine de rien, ils savent créer des trucs. Et voilà, on attend peut-être plus de nouvelles licences. Mais une nouvelle licence, c'est une plus grosse prise de risque aussi. Ouais, mais je vois on accepte volontiers que certaines licences s'étendent et s'étendent à l'infini, et on accepte beaucoup moins que d'autres le fassent. Et là, j'ai en tête directement l'une des dernières annonces. Enfin, ça date maintenant un petit peu, mais on n'a toujours pas le jeu qui est sorti, donc on peut en parler. C'est ce fameux Metroid Federation Force là. Tout le monde, à la première seconde où on a vu les images, tout le monde, on s'est dit mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et là, c'était honnêtement, s'il n'y avait pas eu le titre Metroid accolé au titre, je pense que ça n'aurait pas eu cet effet négatif sur tout le monde. Donc on accepte volontiers qu'un Mario, il y aurait eu Mario Fédération Force, honnêtement je pense que ça serait passé comme une lettre à la poste. Ça n'a pas du tout été le cas de Metroid. Là, franchement, avec Metroid, pour moi, une partie de la frustration vient du fait qu'on attend quand même une suite à la série des Metroid Prime, qui était vraiment impressionnante, qui était une réinvention de la licence très réussie avec la GameCube. Et on aurait espéré peut-être avoir ça sur la 3DS, et à la place, on prend le nom, mais on enlève complètement Metroid. Et c'est vrai que ça, c'est... D'ailleurs, pour même aller dans ton sens, il s'appelle Metroid Prime Fédération Force. Et c'est très étrange comme technique. Avant, on parlait de prendre un concept et puis mettre un personnage connu, une licence par-dessus pour pouvoir marketer ce concept. Mais là, on a un concept qui existe déjà lié à la licence. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever l'attrait de la licence au concept de base auquel on le lie. Et c'est l'inverse finalement qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que c'est très troublant. Ouais, c'est très très laid surtout. Histoire de pouvoir quand même sortir un petit peu de la seule question Nintendo dans le débat, il faut bien dire qu'on pourrait encore parler de Sega qui a aussi eu un nombre tout à fait important de tentatives avec Sonic, dont certaines ont malheureusement moins bien pris. On pourrait aussi parler, je vais pas le faire une énième fois parce que je parle beaucoup trop de Capcom, de la série des Megaman de la série des Megaman qui ont eu... il y a eu vraiment un nombre incroyable de séries parallèles avec des jeux allant du football aux jeux de course. En général, quand on veut tenter une diversification, on va tenter un jeu de course. J'ai plus envie de parler d'une grande série, vraiment d'une série mythique, mais de jeux de rôle cette fois. C'est celle des Final Fantasy qui a donné lieu ensuite à toute une série d'autres styles de jeux parallèles. Déjà avec les Final Fantasy Tactics, on est passé au mode tactical. Ils ont repris l'idée originale, je crois que ça leur a pas mal reproché. Ouais. Mais je sais plus quel jeu. Avec le Tactics, le premier du nom. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu que cette série parallèle avec le premier Tactics, puis le second, elle est devenue des éléments. Elle est devenue, disons, la base de départ de Final Fantasy XII, par exemple, où au lieu de se baser sur ce qu'il y avait avant dans la série, on a beaucoup plus décidé de se baser sur ce qu'on trouvait dans l'univers d'Evil Eyes, qui est devenu l'univers dans lequel on évoluait. Dans des choses beaucoup plus jeux casu, Final Fantasy a eu aussi son jeu de course type Mario Kart, avec un personnage tout à fait attachant, c'est le Chocobo. En fait, au-delà des épisodes vraiment appelés Final Fantasy, on a eu plein de choses
avec les petits personnages icônes de la série des Final Fantasy, donc les Chocobos, les Moogles, les Tambéry, Les mages noirs, les mages blancs. exactement, les Pampas, Bahamut. Très Notamment- mignon, Bahamut. Mais oui, et même un je vois. Bahamut Kawaii dans le cadre par exemple de Chocobo Racing, Tout à fait. dans le cadre de jeux comme Chocobo's Dungeon. Il y a d'ailleurs eu un très sympathique jeu qui a un peu un côté tactical sur Wii qui était Final Fantasy Fables qui Oui. faisait justement incarner le Chocobo qui pouvait lui-même changer de job avec vraiment un mode tactical. La bande Et- son de ce jeu est aux petits oignons. Voilà, alors ça me permet de rebondir sur ce point, c'est que toutes les séries parallèles, dès lors qu'on se rattache en particulier à une série principale pour y greffer un autre concept, ça c'est le fil conducteur que je voulais avoir, c'est qu'on peut aussi s'inspirer de son background, reprendre ses personnages, son univers, et reprendre sa musique. C'était le cas de Tetris Attacks avec Yoshi par exemple, quand ce jeu a été complètement repris pour devenir Pokémon Puzzle League. On a mis les thèmes de la série, vraiment la série télévisée. Pour Kirby's Ghost Trap, il y avait tous les thèmes liés à Kirby, par exemple. Et enfin, pour ce qui est de tous les jeux liés à Square Enix, les thèmes de Final Fantasy sont facilement réutilisés. Même dans Kingdom Hearts, où on a des éléments de Final Fantasy qui reviennent, on a une petite réutilisation de la musique, en tout cas quand on affronte Sephiroth. Si vous le croisez dans les Kingdom Hearts, serrer les dents, c'est un moment assez difficile. Mais en tout cas, c'est un moment mythique parce que vous allez l'affronter dans un RPG. Et ça, c'est Ouais. quand même magique. Ouais. Et c'est vrai qu'on remarque assez vite que quand un personnage devient attachant ou devient populaire, on a tendance à le dériver assez facilement dans beaucoup de jeux. Moi, j'avais sur ma liste de choses Rayman qui a été repris, et il y a eu tellement de choses avec Rayman. Le plus connu actuellement, c'est les Lapins Crétins, un espèce de party game qui a plu un moment, qui plaît un petit peu moins maintenant, mais en tout cas les Lapins Crétins sont devenus quelque chose de vraiment à part aussi. Rayman a fait un jeu de course à pied qui s'appelait Rayman M. Il y a eu quoi encore Rayman? Il y a eu énormément de choses. Il y a eu des jeux éducatifs, apprendre l'anglais avec Rayman, apprendre les maths avec Rayman. La 3D. Voilà, énormément de choses. Et c'est vrai qu'on remarque dès que un personnage devient un petit peu attachant, on a envie de le dériver. Dans un autre type de jeu complètement, dans les RPG japonais, il y a la série des Shin Megami Tensei, qui à la base apparemment était un roman, qui ensuite a inspiré un jeu vidéo, et qui a sa propre série. D'ailleurs, le 4e épisode est sorti sur 3DS l'année passée, je crois. Et il a eu plusieurs spin-offs en fait, qui n'ont pas repris des personnages, mais plutôt l'ambiance, l'univers du jeu. On a eu les Digital Devil Saga par exemple, mais la plus connue de ces diversifications, c'est la série des Persona, où il y a tout un aspect on va suivre des étudiants qui ont une vie aussi pendant la journée, et le soir il y a le côté plutôt RPG, Dungeon Crawler, où ils vont affronter des monstres. Et cette série finalement elle est devenue beaucoup plus populaire que la série principale, au point où Persona 5, on nous l'annonce à grand fort de grands trailers assez impressionnants, et puis on aura des versions collector déjà précommandées aux États-Unis, alors que la série principale, l'épisode 4, Shin Megami Tensei, est sorti sur 3DS de manière dématérialisée uniquement et pas traduit en français, ce qui est assez scandaleux quand on aime la série. D'ailleurs, ça fait mal au cœur. Et c'est assez intéressant de voir que Persona finalement est devenu le référentiel pour la plupart des gens qui commencent à s'intéresser à cette série. D'ailleurs, Persona maintenant a d'autres jeux annexes comme Persona Dancing All Night, qui est juste un jeu de danse où on a décidé de mettre le cast de Persona 4. Ça s'intègre pas forcément très bien. Ou bien Persona Q qui reprend les mécaniques d'un autre RPG, je crois Etrian Odyssey, pour finalement faire un spin-off sur Persona. Et aussi, qui va sortir sur Wii U, c'est Tokyo Mirage Session, qui est un crossover avec Fire Emblem, qui laisse beaucoup de gens pantois parce que c'est dans un univers de pop star japonaise. Je pense que le jeu se veut pas spécialement sérieux. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Mais là, c'est vraiment, si on commence avec Shin Megami, qui est vraiment quelque chose de très sérieux, sur des démons, qui parle de la fin du monde, qui est assez sombre, et qu'on voit, ça dérive vers Persona, qui est très pop, et finalement, on arrive avec Tokyo Mirage Session. C'est assez intéressant de voir comme petit à petit, on arrive à quelque chose de plus sucré, plus coloré, mais ça garde quand même le même cœur, la même base RPG.
Et je trouvais assez intéressant comme elle s'est diversifiée cette série. Oui, alors pour donner le mot de la fin, moi je dirais qu'effectivement c'est intéressant de donner leur chance aux produits dérivés. La preuve c'est qu'on en a atteint un stade où, pour simplement boucler la boucle en parlant de Nintendo, des jeux comme Super Mario Kart ou Super Smash Bros sont maintenant plus attendus que des épisodes de Super Mario, la série de base, pour lesquels des fois on a d'ailleurs nous-mêmes fait ce reproche, on a l'impression que ça s'essouffle un peu et que des fois c'est les mêmes idées qui sont réutilisées telles quelles avec très très peu d'originalité en plus. Voilà. Alors on arrive au bout de cet épisode de Pixel Café. Si vous souhaitez nous retrouver, je vais essayer de vous présenter la chose le plus simplement possible. Vous pouvez le faire par notre page Facebook Pixel Association ou via internet sur notre site pixels avec un S à la fin -association.ch. Voilà, c'était Dr D, Tomario, Berrios et Marty qui vous disent à bientôt. À bientôt. Au revoir.